Cette semaine dans Territoire, nous nous rendrons rue Doré à Nîmes à la rencontre d'un menuisier ébéniste. Nous dégusterons un riz de veau, sauce spéciale du chef, dans l'un des plus anciens hôtels du centre-ville de la capitale gardoise, l'hôtel Imperator. Nous assisterons à la naissance d'une petite fille brodée et nous retomberons en enfance avec la création d'ours anciens Marguerite. Vous êtes dans le Territoire, je suis en compagnie de Christian Boyer, ébéniste menuisier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en train de cirer le dessus d'un coffre, hein, c'est ça? Voilà, c'est le couvercle d'un coffre qui a été à restaurer parce qu'il était brisé à plusieurs endroits, il y avait vraiment beaucoup à faire. Donc on a refait une baguette d'habillage et pour masquer un peu tout ce qu'il y avait. Donc là on en est aux finitions en fait. Là on en est vraiment aux finitions, j'ai donc fait les réparations, j'ai reponcé, j'ai ensuite passé une teinte pour que la réparation soit dans une teinte qui soit conforme au reste du coffre. Et ensuite je passe une cire teintée pour parfaire la finition et la teinte. C'est un coffre qui date de quand et qui vient d'où? Ce coffre, on ne connaît pas l'origine, je sais qu'il a été acheté dans une vente à Drouot, mais il doit être du 19e. C'est du chêne, et vu la façon dont il est travaillé, les sculptures et à l'intérieur, je pense que c'est 19e. Du coup, on est obligé comme ça de s'informer vraiment pour pouvoir le restaurer correctement? Oui, voilà, il faut travailler correctement, c'est-à-dire qu'il faut respecter la façon dont le meuble a été fabriqué à l'origine. C'est-à-dire que là, au 19e, il y a déjà de la mécanisation, il y a déjà des cols qui sont plus modernes. En revanche, quand on restaure un meuble ancien qui peut dater du 17e ou du 18e, pour les patines, on va utiliser les patines de l'époque qui seront de la gomme laque, ou pour les cols, on va utiliser des cols d'os ou des cols de poisson qui étaient utilisés à l'époque, pour que le meuble, on respecte son origine et la façon dont il a été fait au départ. C'est ce qui doit être plaisant justement dans le métier, voilà. là, de trouver des techniques. Voilà, sauf que la colle de poisson, c'est exactement l'odeur que vous imaginez, c'est-à-dire on dirait du Gnocchman, mais ceci dit... c'est la criée, on se croit à la criée. Voilà, la criée, mais le lendemain. Et il a fait chaud. Voilà, mais ceci dit, voilà, la colle de nerf et d'os s'utilise bien, il y a la colle de peau de lapin aussi. On met une passe à linge et c'est bon? Voilà. Du coup, vous avez repris l'atelier? Il y a 3 mois, j'ai racheté donc en janvier, mais en fait j'ai commencé à travailler avec lui quelques mois auparavant, de façon informelle, et puis ensuite, voilà, on a formalisé les choses, j'ai racheté, et puis il continue à travailler avec moi. En fait, lui était menuisier d'art, et moi, je suis à la fois menuisier et ébéniste. Donc, en fait, je rajoute une palette. Quand vous dites lui, c'est le créateur de l'atelier? C'est le créateur de l'atelier. Monsieur là-bas. Le monsieur là-bas qui tournicote et qui, en fait, a été dans l'atelier depuis des temps immémoriaux, je pense. Il est né ici, en fait. Je pense que l'atelier a été construit autour de lui. Allez, justement, allons parler à André Barbéran, mémoire vivante des lieux. Il travaille ici depuis plusieurs décennies et a du mal à quitter les lieux. C'est un atelier qui existe depuis bien plus de 100 ans. J'ai commencé à être ouvrier ici en 1965. D'ailleurs, c'est le dernier atelier du centre-ville, il n'y en a plus. Rue Doré à Nîmes, d'ailleurs, on peut préciser. Nîmes, voilà. Je suis, comme m'a dit un client, un dinosaure. Et voilà, je suis rentré ici en 1965 en tant qu'ouvrier, après avoir passé mon CAP, comme on faisait avant, quoi. Et en 1986, déjà, mon patron en avait discuté, parce qu'il y avait un ancien ouvrier ça l'intéressait pas de reprendre. Alors il m'avait demandé, moi, si j'étais intéressé pour prendre la suite, vu que ses enfants, ça les intéressait pas non plus. Et je lui ai dit, bon, oui, vous il n'y a pas de problème. Et je me suis lancé, voilà. Alors j'avais prévu le coup, j'avais fait à la banque, à l'époque, ils appelaient ça le livret des travailleurs manuels, livret d'épargne. Alors j'avais épargné pendant des années. Et en fin 86, mon patron s'est arrêté, et moi, en début 87, il n'y a pas eu d'arrêt, quoi, pratiquement. Et jusqu'en janvier 2013, alors? Jusqu'en janvier 2013, voilà.
Et vous restez un petit peu ici dans les murs, vous avez du mal à quitter les lieux? Disons que oui, c'est la passion, voilà, l'amour du bois, l'amour du métier. L'amour, ouais, et puis le contact et tout, quoi. C'est un peu pour l'accompagner, parce que lui, comme il vous a dit, il est plus ébéniste que menuisier. Et moi, je suis plus menuisier qu'ébéniste. Donc vous prêtez main forte pour les débuts. Voilà. Vous allez rester là combien de temps, vous le savez? Bon, 4-5 mois, quand il en a marre, il me fout dehors, quoi. Alors vous voyez ce genre de sculptures, elles font un très bel effet, elles ont une belle régularité, mais elles ont quand même été faites évidemment à la main. Et finalement, c'est un exemple de sculpture qu'on peut faire sans qu'il y ait une difficulté technique très, très importante. Comme vous voyez là, ces petits ongles là, en fait c'est juste 2 coups d'outil. Il y a un outil qui est courbé, qui s'appelle une gouge. On met un coup comme ça, un coup comme ça, le petit ongle saute. Et du coup on a la marque. Et là c'est pareil. Là, on met 1, 2, 3 coups, et après on met des coups droits, tac, 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 et on a ça. Donc, c'est assez long à faire, mais il n'y a pas de complexité particulière, technique, et ça permet d'obtenir effectivement un bel effet. Alors donc ça, c'est un coffre 19e qui est en restauration. En revanche, ça, c'est un meuble de style, c'est-à-dire... Vous l'avez restauré également? Non. Je l'ai fabriqué à l'identique du meuble de cette époque-là. C'est-à-dire en respectant l'essence de bois utilisée, les formes et même la fabrication en elle-même, c'est-à-dire il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis. Et là, du coup, le bois, c'est du merisier? Là, c'est du merisier, mais qui a été teinté pour être identique aux colorations qui étaient faites à l'époque. Ça, c'est un meuble directoire. Donc, c'est les meubles qui ont été fabriqués juste après la Révolution. Donc ça c'est en rupture avec le style précédent, qui est le style évidemment Louis XVI. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus sobre. C'est-à-dire la décoration se limite à peu de choses, une petite étoile, un petit motif floral. Et les formes en elles-mêmes, c'est-à-dire les moulures, sont assez simples. Donc en fait, à cette époque-là, il y a à la fois un souci de rupture avec la période précédente, et puis il y a aussi... une période troublée économiquement, politiquement, qui fait que les gens ont moins les moyens, parce que même si à l'époque les nobles avaient beaucoup de moyens, quand ils achetaient un meuble très travaillé, marqueté, ça leur coûtait quand même très cher. Je sais qu'il y a un historien qui a essayé de trouver l'équivalent pour une commode galbée à l'époque de Louis XVI avec beaucoup de marqueterie. Si on essaye de trouver les équivalents avec ce que ça coûterait aujourd'hui, ça coûte le prix d'une Ferrari. C'était vraiment des gens, c'était des pièces exceptionnelles que seuls des gens extrêmement riches, comme aujourd'hui, voilà, pour une voiture de luxe, pouvaient se payer. Suite à la Révolution... il a fallu démocratiser tout ça. C'est le début un peu de la démocratisation. Il y a quand même quelques courbes. Voilà, quelques courbes. Et ceci dit, voilà, on respecte les queues d'aronde sur le tiroir, quelques décorations donc sculptées et une teinte particulière. Et là, la sculpture, du coup, elle est faite, elle est taillée en même temps sur le bois ? Elle est taillée, oui, voilà. Elle n'est pas ajoutée. Toute la façade du tiroir est massive, c'est-à-dire que j'ai enlevé de la matière tout autour et ensuite j'ai sculpté C'est sur ça. le bloc, directement. Au travers d'une création pure, grâce aux moulures, sculptures et autres fioritures apposées sur le meuble, notre ébéniste passionné détermine les usages de l'époque, une bien belle façon d'évoquer l'histoire. Nous savions que les murs avaient des oreilles, nous savons maintenant que les meubles ont des vies antérieures. Mais qu'en est-il de l'histoire des murs de cet atelier rue Doré ? Et on voit que l'atelier est resté dans son jus, de vieux établis en bois, le sol en bois. Enfin, c'est vraiment comme à l'ancienne. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs. Je l'emporte avec moi celui-là. Ah oui, vous voulez pas le. Mais celui-là, c'est mon ancien patron qui l'avait fait quand il était jeune. Il avait fait cet établi, il avait 20 ans. Il avait fait ça. Et celui-là, je l'emporte avec moi celui-là. Vous allez un petit peu travailler le bois encore à la maison, c'est ça ?
On peut pas s'en passer. De bricoler, disons, voilà. Là, on est dans la partie peut-être la plus ancienne. C'était une cour, vous me dites, une cour intérieure à l'époque? Moi, d'après ce qu'on m'a dit, à une certaine époque, c'était une cour intérieure. Donc après, ils ont dû percer et ils ont monté, pour soutenir les maisons, ils ont monté cette voûte. Ils ont fait cette voûte. D'ailleurs, on voit encore les traces c'est assez récent, on voit les traces de planches de coffrage. Et ici, notamment, on voit l'enduit. Qui passe derrière le pilier. Donc ça prouve que ça a été monté après. Ça a été ajouté après. Et pour parler de la rue Dorée, alors? Tout le côté droit, quand vous montez à la rue Dorée, c'est que des hôtels. Pratiquement que des hôtels meublés. C'était des gens riches, quoi. Avec la famille André, notamment. La famille André, oui, qui a été l'inventeur de la toile de jean. Le jean de Nîmes, voilà. Ils avaient l'immeuble au numéro 3. Riche d'histoire, donc, cette rue Dorée. Très riche. C'est une rue carrément du centre-ville. C'est du vieux Nîmes, Attention, mesdames et messieurs, attention, le pied de commode. Va-t-il réussir à le faire tenir? Ouais. Dans les cuisines de l'hôtel Imperator à Nîmes pour ce territoire et notre recette du jour. Je suis en compagnie du chef Thierry Plédo. Bonjour. Bonjour. Qu'allez-vous nous préparer de bon? Aujourd'hui, tout simplement un riz de veau meunière, sauce porto, fric de pommes de terre aux herbes et des asperges sauvages croquantes, donc juste meunière. Pour cette recette, on a besoin de riz de veau, bien sûr, de sel et de poivre pour l'assaisonnement aussi, d'échalotes, de fond de veau, de porto, d'une pomme de terre, de quelques asperges sauvages, des vertes, de beurre demi-sel, parce que j'apprécie le beurre demi-sel, et des herbes hachées, n'importe quelle herbe, du coriandre, du persil plat. Alors on commence par les riz de veau donc Donc les riz de veau, oui. Alors je vous suis, on va sur le feu peut-être? Sur le feu, c'est parti. Donc un peu d'huile. D'huile d'olive de... Huile d'olive d'Écostière, bien sûr. Une noisette de beurre. On fait fondre le tout délicatement. Pas trop fort, faut pas que ça brûle. Très bien. Ouais, personnellement, j'aime bien assaisonner avant, pas dessus ou pendant. Donc on met un peu de sel. Un peu comme le système de maigret de canard, un peu de sel, un peu de poivre. Je mets mon riz de veau, je préfère le mettre toujours du côté arrondi, le côté qu'on présente. Donc c'est la cuisson, la coloration, c'est pas très long, mais ça demande au moins, pour que ça soit vraiment tendre, 5 minutes minimum. Ah oui, quand même. 150 grammes, oui. Donc ça n'empêche pas de rassaisonner un peu. Voilà. Donc on peut aussi mettre de l'ail, on peut mettre du laurier, chacun fait comme il veut. Moi, comme j'ai tous les condiments dans ma sauce, je préfère le faire sans rien. Nature finalement. Voilà. C'est la sauce qui va donner le goût. Voilà, tout à fait. De l'arroser, de voir aussi comment il est, puis de l'arroser, parce que la cuisson est en train de se parfumer, donc c'est important. Voilà, je vais le retourner un peu pour voir comment il est, il commence à colorer. Donc si les gens, quand ils font ça chez eux, ils voient que leur beurre est un peu trop coloré, bien sûr, ils peuvent changer la matière grasse sans problème, et continuer dans la même poêle. Si la poêle, ça peut arriver, est un peu noire, on prend un chiffon, on l'essuie, et on redémarre avec une nouvelle matière grasse. Donc voilà, vous voyez la coloration commence à se faire. Donc vous voyez, le feu n'est pas trop fort. Je prends mon temps, coloration lente, parce que le plus gros va se faire dans le four. C'est là que ça va vraiment être fondant. Ça n'empêche pas de réassaisonner pendant la cuisson, pas trop. Donc c'est au sel de Guérande toujours. Un peu de poivre du moulin. Voilà. Après, ce qui est d'important aussi, c'est quand on le blanchit, il ne faut pas qu'il soit trop blanchi ou pas assez blanchi. Ça peut jouer un peu sur ça paraît bête, mais ça va jouer un peu sur la cuisson. Ça va jouer sur la qualité après cuisson. Donc c'est vraiment à l'œil que vous vous rendez compte de la Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que quand il a été blanchi, on l'a dénervé,
il faut le mettre normalement au moins 6 heures sur une plaque avec un torchon en dessous ou dessus comme vous voulez. Et vous mettez une petite presse dessus pour que tout le liquide ressorte du riz de veau. D'accord. Et après seulement vous pouvez le poêler. Pour enlever toute l'eau à l'intérieur. Alors donc là, je vais le mettre au four, 165 degrés. Et vous le laissez combien de temps? Là, je vais le laisser environ 5 minutes. D'accord. Et de temps en temps, ça ne m'empêche pas de l'arroser parce qu'il est quand même à l'air et il croûte. Voilà. Donc on surveille en permanence. C'est ça. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Les 5 minutes sont écoulées. Voilà. Alors il est Thierry, parfait. ça donne quoi? Il est parfait. Magnifique. On a une bonne odeur. Voilà. Et là, Donc, on va préparer la sauce. La sauce maintenant. Alors la sauce, il faut des échalotes, du porto et on va dire 180 grammes de fond de veau. D'accord. Tout simplement. Donc là, je vais les goûter. C'est pour enlever l'excès de graisse. Donc une fois que ça a été Une fois les dégraissé, échalotes on rajoute coupées, des échalotes. on les met. Donc je vous dis à peu près 2 échalotes. Ça donne du goût, mais il faudra le passer parce que normalement ça ne se mange pas en même temps. Voilà. On va les faire revenir, on essaie de ne pas d'ajouter trop de matière grasse. Voilà, donc mes échalotes sont, on va dire, presque dorées. Il n'y a pas d'excès de matière grasse, bien sûr. Donc là, je vais ajouter mon porto. Attention au fromage. Voilà. Et là, je laisse réduire. Donc en fait, l'échalote va confire, façon de parler avec le porto, qui contient quand même pas mal de sucre. Là, on continue à laisser réduire. Donc voilà, donc là, ça commence un petit peu à épaissir. Ça réduit presque à la moitié. On voit en fait Voilà. la matière Et là, change. je vais rajouter le fond de veau. Donc le fond de veau, je le rajoute froid. Toujours En remuant. Donc dès que ça commence un peu à bouillir, je baisse mon feu et l'ébullition se fait tranquillement. La réduction se fait tranquillement. Je réassaisonne un peu. Donc après, il y a l'histoire aussi de rajouter du beurre dans les sauces. Ça change quoi alors du coup? C'est plutôt la brillance de la sauce, la d'accord. texture. Mais moi, je ne mets pas beaucoup de beurre dans mes sauces, hein, donc parce qu'il y a déjà après, du beurre, avec l'échalote, avec la le riz de sauce, veau, voilà, c'est déjà avec l'autre garniture, donc je reste prudent. Vous voyez la couleur, ça devient rouge. C'est le porto, c'est normal. Ça veut surtout dire, comme il a bien réduit, il a dégage plus comme un sirop, de texture rouge. Que si j'avais mouillé tout de suite, ça aurait été beaucoup plus liquide et moins rouge, moins prononcé. Moi, je vous le dis, vous êtes le roi de la sauce quand même. Quand on la voit comme ça, là. Non, je suis pas le roi, je suis un bon saucier, c'est tout. Et sûrement meilleur que moi. Donc là, ma sauce est assez réduite. Je vais la passer. Alors, c'est pour enlever les échalotes. Pour enlever les échalotes, tout simplement. Alors, on peut redonner un peu d'ébullition à la sauce. Je laisse comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est au moment de dresser, on nappe le riz de veau. Ou moi, je peux aussi me permettre de mettre le riz de veau maintenant et de le laisser dedans. Mais en le faisant, vous allez voir, je vais laisser le dessus du riz de veau hors justement de la sauce. Alors, le riz de veau, je le pose dans la sauce. On le laisse dépasser comme un petit iceberg. Un petit peu, mais ça n'empêche pas d'arroser un petit peu. Simplement. Et c'est terminé. Donc je le laisse là, comme ça ça. va comme ça. Voilà, je le laisse comme ça. Je le laisse de côté. Et ce qu'il y a de bien, c'est de le maintenir sur une partie chaude. Pas le laisser complètement refroidir, le remettre au chaud et le dresser. Le laisser, la plaque est allumée par exemple. Voilà. Pour faire, Et le pas laisser faire comme trop ça. d'écart de température. Tout simplement. Alors, nous voici à la préparation des asperges parce qu'il faut enlever ce que l'on voit ici. C'est quoi, Alors, Thierry? ce que l'on voit ici, ce sont les pointes. On enlève par habitude, ça s'appelle les pétioles. Voilà. Et on Donc, les enlève parce que ça pourrait être gênant en bouche lorsqu'on mange. peut-être le goût et aussi quand on mange, oui. Donc on les enlève et puis souvent dans les restaurants, par habitude, ça se fait. Donc là, c'est des asperges sauvages. Alors pour les éplucher, la queue toujours vers soi. Donc je vais vers le bas. Et je tourne l'asperge de façon que ça reste rond, si possible. Je vais éplucher vers le bas du pied, je tiens l'asperge presque contre moi. Je contourne pour essayer de garder la forme le plus possible. Je casse, je ne coupe pas au couteau. Principe des artichauts pour enlever le plus possible de fibres. Alors ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le couteau d'office, je peux le faire aussi avec la pointe, économe, comme ceci. Ça fait Du coup, un la peu crayon. pointe, c'est un petit peu plus pointu. Voilà, Hein. c'est esthétique un peu. On peut le faire ou les laisser comme on les a épluchés et couper.